Nous sommes ravis de vous retrouver sur l'antenne de LCI. Bravo à vous. J'espère que tout va bien se passer pour votre chaîne bien aimée. Et nous sommes avec le Florian Philippot sur celle de LCI et de donc Radio Classique. Vous avez beaucoup commenté, Florian Philippot, bonjour, ce qui s'est passé ces dernières heures. Nous avons maintenant un remaniement. Est-ce que vous pronostiquez cette fois-ci, je n'allais pas dire officiellement, mais avec fermeté, une dissolution pour la prochaine étape? Je crois qu'elle est indispensable. Je constate ce matin que 2 Français sur 3 quasiment y sont Sondage favorables. du Parisien, oui. Oui, et voilà, ce qui signifie En que même les temps, Français, ils dans leur soutiennent François sagesse... Hollande dans l'idée d'avoir viré Arnaud Montebourg, à 59%. Je crois que François Hollande, après ce qui s'était passé, n'avait pas véritablement le choix. Mais évidemment qu'on ira tôt ou tard vers la dissolution, parce que c'est la seule solution crédible, réaliste pour sortir de cette crise politique. Et je trouve que ce qu'on a fait hier avec l'annonce de ce gouvernement Valls 2, c'est se moquer des Français. Est-ce que les Français ont signifié, notamment lors des dernières élections, qu'ils voulaient encore plus du MPS? Pourtant, on leur remet une louche supplémentaire avec ce gouvernement. Notamment l'arrivée tout à fait provocante, extraordinairement choquante de monsieur, mais en même temps éclairante, de monsieur Emmanuel Macron. Il a fait ce garçon. À Il est brillant, il a fait de bonnes études, il est banquier, il a 36 ans. Oui. Et il incarne l'ultralibéralisme le plus vorace, le plus féroce. Il incarne la domination de la finance. Mais pourquoi vorace et féroce? Il est pour les comptes budgétaires équilibrés, il est pour les accords. Quand on voit... Écoutez, regardez la campagne présidentielle en 2012, quand monsieur... Mais on a l'impression que vous parlez de l'antéchrist à propos d'un jeune homme de 36 ans. On peut aussi raisonner de manière rationnelle. Quand monsieur Hollande, candidat à la présidentielle en 2012, propose la taxe à 75%, vous savez ce que dit monsieur Macron? Il critique avec ironie en disant « c'est Cuba sans le soleil ». Mais comment voulez-vous, par cohérence et par respect de ses électeurs, que le président de la République appelle M. Macron à l'économie et à l'industrie? Quelqu'un qui est à l'origine du pacte de responsabilité. François Hollande n'ont jamais cru à ses propos qui étaient des propos de campagne. En tout cas, M. Hollande a été élu et je crois pas mal sur ce thème-là qu'il avait mis largement en avant. Comme changer la vie, comme Jacques Chirac, la fracture sociale. M. Macron, c'est la banque d'affaires. Alors au moins, c'est significatif. Ça veut dire que c'est cette ligne ultralibérale de domination de la finance qui est clairement mise en avant et qui est choisie. Voilà. Et bien, très bien, je crois que ça réjouira l'UMP, qui à mon avis n'a pas grand-chose à critiquer dans ce gouvernement parce que ça pourrait être le sien. Ça réjouira Mme Merkel, ça réjouira Bruxelles et la Commission, ça réjouira la finance et la grande banque, mais ça ne réjouira pas les Français parce que... Qui vous dit que ça ne va pas marcher? Parce que écoutez, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça fait 30 ans qu'on dérégule tout, qu'on donne le pouvoir aux puissances d'argent, qu'on privatise les services publics, etc., qu'on applique docilement les directives de Bruxelles. Je veux dire, ça ne marche pas. La croissance n'est pas là, le chômage n'a jamais été aussi élevé, et il est toujours élevé depuis 30 ans. Et puis, on voit bien que la pauvreté augmente. Enfin bref, ça ne fonctionne absolument pas. Au passage, la France y a perdu sa souveraineté, c'est-à-dire sa liberté, tout simplement. Ça n'est pas rien. Non, voilà, je crois que M. Valls, Premier ministre, ira au MEDEF cet après-midi faire le service après-vente. Il n'a pas grand-chose à dire et à faire parce qu'ils sont ravis et on les comprend. L'UMP, dans son fort intérieur, doit être ravi, même s'ils diront probablement l'inverse, ou quelques-uns diront l'inverse, parce qu'il n'y a plus vraiment de position officielle à l'UMP. C'est difficile à suivre. Ils disent tous une chose et son contraire. La rentrée est différée, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais en revanche, je crois que pour les Français, ce sera difficile. Et moi, je leur annonce une augmentation de la TVA. Monsieur Macron, c'est un partisan acharné de la TVA dite sociale, c'est-à-dire antisociale, c'est-à-dire 2 points de TVA en plus qui pendent au nez des Français. En vous écoutant avec beaucoup d'attention ce matin, j'ai le sentiment que finalement, vous êtes non pas un partisan d'Arnaud Montebourg, mais que, au fond, dans cette affaire, vous le soutenez. Non, parce qu'Arnaud Montebourg n'avait rien fait quand il était ministre. D'accord, mais... J'en aurais été un partisan s'il avait mis en place des idées différentes. Je n'ai pas dit qu'il avait réussi, j'ai dit que la position qui est la sienne, qui consiste à dire qu'une ligne trop budgétaire aboutit à un non-changement de l'état de l'économie française, c'est quand même quelque chose que vous venez d'illustrer par les propos que vous tenez. Mais là, je dis au moins, ce remaniement a le mérite de la clarté et de la cohérence, c'est que la ligne est clairement maintenant dite, il n'y a plus d'enfumage. Monsieur Montebourg, c'était une caution d'enfumage électoraliste par ses discours. Mais dans les faits, en 27 mois, le ministre Montebourg n'a rien fait. Voilà. Mais au moins, maintenant, les choses sont claires. Moi, je préfère la clarté. Voilà. Je préfère la clarté parce que nous savons que nous avons face à nous un gouvernement qui a fait le choix de marcher au pas bruxellois. Eh bien, ils marcheront au pas bruxellois comme l'UMP et nous proposons une alternative et cette alternative viendra. Alors, je ne pensais pas qu'on pouvait faire aussi un remaniement. Je pensais que ce remaniement serait juste rien. C'était rien avec un petit moins. Alors, prenons l'hypothèse de la dissolution que vous pronostiquez. Est-ce que dans ces conditions, par exemple, le Front National pourrait accepter d'entrer dans un gouvernement? D'entrer dans un gouvernement qu'il ne maîtriserait pas, non. Diriger un gouvernement, pourquoi pas, à condition, prenons l'hypothèse que le Front National dirige un gouvernement, à condition
que le président de la République laisse les clés, c'est-à-dire que nous ayons une liberté totale pour renégocier au niveau européen, au niveau international, tout ce qui doit être renégocié, parce que sinon on n'a pas les marges de manœuvre nécessaires. Avec évidemment provocation, est-ce que vous considérez que dans le contexte d'aujourd'hui, par exemple, l'UMP pourrait accepter d'accéder à un gouvernement en cas de dissolution? Ils vont donner la même réponse que vous. Ils diront non. Donc on va aller vers les présidentielles anticipées. Non, attendez. Alors, on fait de la fiction, là. L'UMP ne veut pas de dissolution. Enfin, même si certains chez eux commencent à vouloir une dissolution. C'est toujours ce qu'a pronostiqué discrètement Nicolas Sarkozy, que François Hollande n'irait pas jusqu'au bout et qu'il y aurait une dissolution. Vous savez. La dissolution, c'est la solution politique. Tout simplement parce que cette majorité socialiste va exploser, qu'il n'y aura bientôt plus de majorité. Elle est déjà extrêmement fragile. Donc, de toute façon, il faudra en revenir au peuple et en revenir à la sagesse du peuple français dans ses choix. Maintenant, je suis étonné que l'UMP officiellement ne demande pas de dissolution. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il préfère encore faire subir aux Français 3 ans de gouvernement Hollande, Valls 2, Valls 3, Valls 4, Valls 5, peut-être un autre. C'est pas très cohérent pour une opposition qui se veut une opposition. Ou alors ça signifie que la situation leur va très bien. Ou alors ça signifie qu'ils ont peur du pouvoir parce qu'ils savent, c'est sûrement ça la clé, qu'ils feraient au pouvoir exactement la même politique d'échec que M. Hollande, donc ils ne veulent surtout pas du pouvoir. En tout cas, la position de l'UMP est totalement incohérente et très peu respectueuse de leurs électeurs. Vote de confiance et vote du budget, il y a à peu près 300 députés socialistes. Pourquoi ils se suicideraient? Mais je veux dire, encore une fois, ces considérations ne m'intéressent pas. Non, mais je veux dire, pourquoi, même s'ils désapprouvent la politique, en tout cas l'incarnation dans le gouvernement actuel de la politique qui sera menée, pourquoi ces députés seraient-ils amenés à désavouer un gouvernement qui provoquerait des législatives anticipées qui leur feraient tous perdre leur poste? Mais moi, je préférerais que ces députés se suicident, eux, politiquement, plutôt que de laisser la France se suicider, par une politique qui est catastrophique. Mettez-vous à la place mais ça ne m'intéresse pas. Ça serait intéressant d'ailleurs, les pseudo-frondeurs. Non, mais d'accord, mais que vont-ils voter lors de la confiance? Ou est-ce qu'ils sont là pour je ne sais pas à quoi ils servent. Justement l'aspect Brutus? À quoi ils servent? On va voir. Et que feront-ils lors du vote de la confiance en septembre-octobre? Est-ce qu'ils voteront la confiance ou est-ce qu'ils auront le courage de s'abstenir? Non, ça, c'est pas du courage. Il faut voter contre. Voilà. Ils ne sont pas au Front National, hein, donc non, mais ils sont soi-disant frondeurs. Ils sont soi-disant frondeurs, et là, on vient de leur faire une provocation hallucinante, parce que évidemment, c'est une provocation aussi contre les frondeurs. C'est une provocation ou un bras d'honneur? Un bras d'honneur, si vous voulez. Oui. Non, je vous pose la question. Non, mais je crois que c'est aussi effectivement un bras d'honneur, mais à la gauche de la gauche. Aux frondeurs. Mais que feront ces pseudo-frondeurs? Et moi, je vous dis que les frondeurs, ils risquent fort de retourner à la niche quand il faut s'exprimer, quand il faut se faire entendre. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui n'existe pas. Parce que probablement que ça n'existe pas, c'est juste de la communication et médiatique. Parce que probablement qu'ils ont peur, eux, de perdre leur siège. Mais tout ça, c'est de la politique aguerrie. Pourquoi de la dissolution? Parce qu'il faut en revenir au peuple, parce qu'il faut changer de politique, parce qu'il faut se libérer d'une politique décidée par Berlin, par Bruxelles, une politique qui va droit dans le mur, économique, sociale, mais aussi en matière d'immigration, en matière de communautarisme, en matière de sécurité, en matière de justice, en matière d'éducation, en matière de politique européenne et étrangère. La France va dans le mur, elle suit une politique depuis 20 ans, et là, on vient d'en remettre une couche supplémentaire, une louche en plus. Ça n'est pas ce qu'attendaient les Français. Rentrée de Marine Le Pen samedi prochain, elle va dire quoi pour faire quoi? Elle fera un discours à Braché, effectivement, petit village symbole de cette France des oubliés en Haute-Marne, où personne ne va jamais, à part le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, je le constate, parce que probablement on s'en moque. Pour dire quoi? Vous écouterez samedi. Je pense qu'elle sera très attendue et très écoutée, mais je pense qu'elle, entre autres choses, elle marquera l'idée qu'elle est la chef, clairement, aujourd'hui, de la seule alternative possible. Non seulement la chef de l'opposition, la seule, la vraie, parce que l'UMP, je l'ai dit, ne veut pas jouer son rôle d'opposition, elle n'en a pas les moyens idéologiques, mais surtout, Marine Le Pen se placera déjà pour les échéances à venir, parce que maintenant, notre ambition est de rassembler les Français. Vous savez que nous avons un objectif. Nous avons un objectif, c'est faire plus de 50% des voix désormais. Et ça, je pense que personne n'y pensait encore il y a 6 mois, que le Front National puisse, au niveau national, faire plus de 50% des voix. Or, aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait possible et que nous pouvons avoir une majorité pour gouverner. La France l'attend. Vous allez me dire que c'est une question anecdotique, mais est-ce que vous croyez qu'elle a réglé les problèmes avec son père et que son père jouera le jeu jusqu'au bout? Je vous dis que c'est réglé. C'est réglé déjà depuis plusieurs semaines. Puisque les deux avaient dit que l'incident était clos, que c'est effectivement assez anecdotique par rapport à la gravité de la situation française. Vous croyez qu'il est sérieusement clos et qu'il n'y a pas chez Jean-Marie Le Pen l'envie de faire échouer sa fille? Non, je ne crois pas du tout. Je ne vois pas pourquoi il aurait cette envie-là. Maintenant, Marine Le Pen a démontré qu'elle était... Elle contexte idéologiquement son passé d'extrême droite et elle essaye de, comment peut-on dire, de laver un Front National de toutes les tendances qui seraient celles, justement...
qui ont été reprochés à Jean-Marie Le Pen depuis qu'il est né dans la vie politique. Oui, mais je pense qu'il faut éviter de ressasser en permanence les mêmes analyses qui sont, à mon avis, très datées et qui ne correspondent plus à ce qu'est le Front et le Rassemblement Bleu Marine aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'opposition de l'intérieur incarnée par Jean-Marie Le Pen. Non, pas du tout. Il y a une chef incontestable, incontestée. Elle est capable de mettre les points sur les i quand il le faut. Elle l'a démontré par l'épisode auquel vous faites référence, c'était en juin dernier. Cet incident est clos. Voilà, elle est la chef du Front. Elle définit la ligne, la stratégie. Et je pense que cette ligne, elle est gagnante. Elle nous permettra de parler à davantage de Français chaque jour, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec une politique qui va droit dans le mur. Parlons de l'euro, puisque c'est effectivement une de vos obsessions. Ce n'est pas une obsession, mais un constat. C'est un des débats importants que nous portons. Exactement. La question, ou plutôt l'observation que je fais sur ce thème, c'est de constater que l'euro s'est déprécié par rapport au dollar depuis maintenant 6 mois. Donc est-ce qu'il n'y a pas... Et effectivement, la dépréciation est de l'ordre de 3%. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un mouvement qui est enclenché, qui est le mouvement que vous souhaitiez? Non, déjà, l'euro reste très fort et l'Allemagne a déjà fait savoir... c'est pas neutre en 6 mois. Oui, mais il reste à 1,30 ou 1,31. Bon. Donc c'est très élevé par rapport aux besoins de l'économie française. Et puis l'Allemagne a déjà fait savoir qu'elle avait besoin d'un euro fort pour ses exportations. Donc l'Allemagne fera pression. Et puis le problème de l'euro, ça n'est pas simplement le taux de change. C'est structurel. Le problème d'une monnaie unique pour 17 ou 18 pays aussi différents, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire. Et c'est un cas unique dans le monde. C'est une anomalie. Le reste du monde, 95% des pays du monde ont une monnaie nationale qui fonctionne quand même beaucoup mieux, même en Europe. Il suffit de se tourner vers le Royaume-Uni qui va connaître 3% de croissance cette année. Pas 0 comme nous, pas 0 comme en Allemagne, non, 3%. Ça, c'est le Royaume-Uni. Il y a d'autres choses qui ne vont pas au Royaume-Uni, mais au moins, ils ont cette marge de manœuvre monétaire. Mais ça, c'est un des grands débats. Et là, je dis à Monsieur Montebourg merci, parce que son départ tonitruant a permis, nous aide, nous a donné un coup de pouce en quelque sorte, nous aide à mettre sur le devant de la scène les grands débats, notamment économiques, même pas simplement européens, qui sont nécessaires au pays. Quel est votre grand adversaire pour les semaines qui viennent? Est-ce qu'il s'agit de François Hollande? Vous avez beaucoup décrié sa politique pendant le début de cet entretien, mais est-ce que ce n'est pas Nicolas Sarkozy, qui fondamentalement va avoir le même objectif que vous? Non, Nicolas Sarkozy... Sur le plan politique. Je pense que c'est un adversaire faible, parce que les Français n'ont pas oublié qu'il était au pouvoir pendant 10 ans comme ministre de l'Intérieur, puis comme président de la République pendant 5 ans, et qu'il a fait l'inverse de ses promesses, qu'il a conduit d'ailleurs son camp de défaite en défaite. Il faut quand même se remémorer toutes les élections intermédiaires, et surtout qu'il a aggravé la dette de 600 milliards d'euros en 5 ans, le chômage, les déficits, l'insécurité, il n'a rien fait, l'immigration, c'était les mêmes chiffres que maintenant sous François Hollande, c'était même pire que sous Jospin précédemment. Voilà, donc le tas de casseroles qu'il traîne derrière lui. 48,5% à la présidentielle et quand même une prise de pouvoir à l'UMP qui est quasiment actée. Et ça démontre le vide et la vacuité de l'UMP. Ceci dit, je pense qu'il a quelques adversaires sur sa route, peut-être pas pour l'UMP, mais pour la présidentielle, notamment M. Juppé et d'autres. Ses petits chefs et gros sous, puisque l'affaire Big Malion est toujours là. L'UMP, ça se résume à ça, petit chef et gros sous, mais il n'y a plus vraiment d'idées. Et on en parlait juste avant. S'ils ne veulent pas de dissolution, c'est qu'ils savent qu'ils mènent la même politique que François Hollande et le gouvernement socialiste. Et donc, ils ne veulent surtout pas du pouvoir parce qu'ils démontreraient qu'ils font la même politique d'échec. Et ça, M. Sarkozy en porte aussi la responsabilité. Donc voilà, que Sarkozy... Tout le monde a souvenir quand même que Nicolas Sarkozy, dans la période qui a précédé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans la période qui a précédé son accession au pouvoir en 2007, a quand même été particulièrement responsable de la dégringolade du Front National, qui lui aussi, à l'époque, était en phase d'ascension. Il a affronté plusieurs fois... C'est une vieille époque, c'est complètement dépassé. C'est pas une vieille époque, c'est 2007. Il avait le goût de l'histoire. Oui, et puis il a retenté le coup pendant tout son quinquennat. Souvenez-vous, le débat sur l'identité nationale, le grand discours de Grenoble où on devait voir ce qu'on devait voir, le Karcher qui s'est transformé en vaporisateur. Et puis 2012, il a retenté la même campagne, puis ça n'a pas marché parce que les Français ont compris. On ne refait pas 1000 fois la même tromperie aux Français. Au bout d'un moment, ils comprennent. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le numéro 2 du Front National avec Marine Le Pen fera sa rentrée. Donc samedi prochain, il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons retrouver nos camarades de LCI avec beaucoup de bonheur et Sophie Pauline dans un instant pour le rappel des titres qui sera suivi de la revue de presse. Bonne journée à vous.